Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à la manière d'adapter SAP Fiori à vos besoins. Alors, il fait suite à un précédent webinaire qui avait été consacré à la facilitation de l'adhésion à S4 grâce à Fiori. Ce dernier webinaire est disponible sur YouTube et un lien vous sera fourni dans la présentation qui vous sera envoyée suite à celui-ci. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Stéphane Vincent, je suis directeur chez Codilog en charge de l'offre S4HANA. Et ce webinaire sera principalement présenté par mes deux collègues, Rémi Bernard et Jonathan Glicourt, qui se présenteront en début de leurs interventions respectives. Donc, la première partie va être consacrée à la personnalisation et l'adaptation des tuiles standards. Et la deuxième partie sera pour sa part dédiée à la présentation d'une tuile spécifique et son intégration dans l'environnement SAP du client, que le client soit sous ECC6 ou sous S4HANA. Donc, avant de commencer la présentation, je vais juste vous faire une rapide présentation de Codilog et ensuite je passerai la main à Rémi. Juste un rappel, n'oubliez pas de mettre la présentation en taille réelle si la définition n'est pas bonne sur votre écran. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct. Il y a un onglet prévu à cet effet et on essaiera d'y répondre en cours de présentation ou à la fin lors d'une session de questions-réponses. Voilà. Donc, en quelques mots, Codilog, c'est un groupe de 200 personnes, mais 300 personnes avec les filiales, qui est spécialisé sur SAP. Donc, Codilog appartient au groupe Neurone, qui est lui-même une USN de 5500 personnes. Donc, Codilog, c'est un spécialiste SAP qui a plusieurs spécificités. La première, c'est que nous sommes revendeurs de licences SAP pour les sociétés de taille petite et moyenne. Donc, c'est les sociétés qui font moins d'1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'intérêt de ça, c'est que ça nous permet, au-delà de la relation privilégiée que nous avons avec ces sociétés, ça nous permet d'avoir une vision très claire de la politique de licence de SAP sur SAP HANA, mais aussi sur les autres produits SAP. Et du coup, ça permet d'aider les clients à optimiser leur parc de licences. On a d'ailleurs un outil spécialisé sur le sujet qui s'appelle OptiUse. Une des deuxièmes spécificités, c'est qu'on a une réelle expertise dans les solutions de data conversion. C'est tout ce qu'on appelle offre SLO chez SAP. Et que l'originalité de Codilog, c'est qu'on a notre propre outil de data conversion. Et ça peut être un vrai levier lors des passages de vos systèmes sur S4HANA, mais aussi lors de la vie courante du SI SAP tous les jours. Alors, ça peut concerner des fusions de sociétés, des transcodifications de centres de coûts d'OTP, par exemple. Voilà. Une troisième spécificité, c'est que on a chez Codilog un pôle innovation avec de vraies expertises, que ça soit sur SCP, sur SAP PI, sur SAP PO, mais aussi sur Fiori. On donne notamment des formations SAP sur Fiori, par exemple. Les formations UX 100 ou UX 200 peuvent être données par des consultants de chez nous. Voilà, et on a une dizaine de personnes donc, dans ce pôle innovation qui consacrent 1 ou 2 jours par semaine à suivre les évolutions SAP et qui partagent ensuite leurs connaissances avec les autres consultants de Codilog à travers des communautés. Voilà pour la présentation rapide de Codilog. Je vais passer la main à Rémi qui va se présenter, qui va vous parler donc des adaptations possibles des tuiles Fiori standards sur S4HANA. Et je vous souhaite donc un bon webinaire. Oui, merci Stéphane. Donc bonjour à tous, je suis Rémi Bernard, directeur associé chez Codilog, en charge des solutions fonctionnelles et expert finance. Donc aujourd'hui, on voulait s'attacher à vous présenter les possibilités qui se trouvent autour du framework Fiori de façon, je dirais, standard maintenant dans la plateforme S4 et toutes les fonctionnalités qu'elle offre autour de tout cela.
Et puis également le volet un peu plus spécifique, où on est en capacité également de construire des apps totales de A à Z en fonction des besoins clients. Donc ces deux approches sont un petit peu différentes. Elles résident sur le même socle, hein, mais elles sont un petit peu différentes. Moi, je vais vous présenter maintenant les capacités de S4HANA à pouvoir adapter son utilisation en fonction des besoins et en fonction aussi de ce que SAP met à disposition maintenant dans cette plateforme. Alors, hormis le cadre standard donné par SAP sur la plateforme S4, vous avez la possibilité, ou il y a la possibilité maintenant, d'utiliser ce qu'on appelle des extensions, hein, de façon à pouvoir adapter un petit peu plus aux besoins des activités des différents clients qui utilisent ce produit. On avait l'habitude de connaître déjà ces possibilités d'extension dans les plateformes précédentes. C'est ce que on appelait les extensibilités, classic extensibility, si on peut dire, donc qui consistait avec les améliorations qui pouvaient être données via des BAPI ou des BADI ou des extensions type user exit, objet ABAP et autres. Donc ça, c'est des objets plutôt assez connus, hein, bien sûr, sur le socle, et qui existent toujours d'ailleurs lorsque vous êtes porté en S4. Et puis, vous avez la possibilité donnée maintenant de pouvoir inclure un certain nombre d'extensions plus avancées et de plusieurs types, qui vont demander plus ou moins d'efforts de mise en œuvre et plus ou moins de complexité également. Donc ces typologies d'extensions, SAP les a catégorisées de deux façons. Vous avez la première catégorie qui s'appelle le in-app extensibility, qui s'attache à être collé en fait au socle lui-même et ne demande pas réellement de gros développement pour pouvoir être mis en œuvre. C'est une charge de développement relativement faible pour des résultats assez immédiats. Et puis vous avez la deuxième catégorie qui s'appelle le side-by-side extensibility, où là vous allez avoir la possibilité de développer des apps ou des programmes qui seront utilisés par le socle S4, mais via le SCP. Donc ce sont des apps qui vont être déportées sur le SAP Cloud Platform et à partir desquelles vous pourrez faire appel de la plateforme S4. Donc c'est deux approches complémentaires, différentes, mais complémentaires, avec donc une charge de mise en œuvre qui est différente et qui peut être un peu plus significative sur le side-by-side extensibility. Bien sûr, cette formule vous permettra aussi d'accéder à des développements peut-être un peu plus complexes, à des mises en place de règles de gestion un peu plus complexes que ce qui est proposé dans le in-app extensibility. Pour revenir sur cette première catégorie, que permet-elle? Eh bien, vous allez avoir la possibilité, dans les apps Fiori qui sont délivrées par S4HANA, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des champs additionnels si vous en avez besoin, d'ajouter éventuellement des tables additionnelles, de faire et de fabriquer vos propres KPI dans des tableaux de bord, hein. Et puis également aussi d'accéder à des modifications de formulaires si vous utilisez la méthode donnée par S4 pour le faire. Vous avez également la possibilité d'ajouter des règles de gestion plutôt simples, sans pour autant y mettre trop de complexité. Et puis vous avez la possibilité de personnaliser votre user interface. Donc cette option vous permet et permet à chaque utilisateur de pouvoir configurer quelques écrans qu'ils peuvent utiliser lors de l'exécution d'apps. Et puis, comme je disais, vous avez le classic extensibility que là, chacun connaît, étant donné que c'est déjà quelque chose qui est sur les plateformes ECC.
Le side-by-side extensibility, lui, va s'adresser, comme je le disais en première instance, à des développements un peu plus complexes. Il va permettre d'intégrer d'autres solutions cloud, alors de la suite SAP, telles que SuccessFactors ou Ariba, mais également avec d'autres solutions, d'autres partenaires. Donc ce sont là des développements un peu plus soutenus, un peu plus complexes, mais qui vont probablement répondre à des besoins plus dédiés de certaines activités métiers notamment. Alors, l'utilisation de ces concepts, de ces extensions, pardon, donc le concept d'extensibilité, à quel niveau je vais pouvoir le mettre en œuvre et en fonction de quels besoins je vais l'utiliser. Alors, si je suis un business user, donc plutôt un utilisateur courant, eh bien là, je vais pouvoir me dire si j'ai un écran qui demande d'être adapté à mes habitudes de travail, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser en changeant, par exemple, l'ordre des colonnes dans une table, en masquant des onglets, comme c'est indiqué ici, ou en changeant le format de certains champs. Et adapter également les tuiles par rapport à mon Launchpad. Donc ça, ces changements ne vont affecter que l'utilisateur lui-même qui a décidé de modifier son interface. Hein, il n'y aura pas d'impact sur les autres utilisateurs. La deuxième possibilité, c'est d'accéder aux business experts. Les business experts, eux, vont plutôt répondre à des demandes qui seraient plus globales au niveau des activités, avec des possibilités un peu plus avancées, comme l'ajout de champs spécifiques, hein, des custom fields, ou l'ajout d'indicateurs, ou l'ajout de tables. Donc on est déjà dans un mode un petit peu plus avancé, il faut être un peu plus initié pour le faire. Étant donné que l'impact est quand même sur l'ensemble des utilisateurs de la solution, il faut quelque chose qui soit coordonné et qui soit bien spécifié à la base, parce que l'impact est complet à ce stade-là. Et puis vous avez le volet développeur, où là, on va accéder plutôt au side-by-side extensibility que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça va nécessiter des développements un peu plus avancés, donc d'ajouter des règles complexes de gestion, de créer des apps ou des fonctions qui seraient mises à disposition dans notamment le SCP, à partir duquel la plateforme S4 serait capable de dialoguer. Donc ces changements sont là dans ce cas également pour l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise. Donc il faut à ce stade-là bien s'assurer aussi de la coordination, bien s'assurer également de la bonne spécification de ce qui est demandé avant de pouvoir publier. Alors évidemment, tous ces changements-là, et je vous le montrerai tout à l'heure en visuel dans un système de démo, toutes ces fonctions-là vont avoir plusieurs étapes de mise en œuvre. Première étape qui sera une étape de brouillon, hein, si vous voulez, de draft, qui vous permettra de voir un petit peu le résultat avant publication. Et à partir du moment où la publication a été faite, eh bien là, c'est à disposition pour utilisation à la fois individuelle et ou pour un ensemble d'utilisateurs de votre organisation. Donc très important de savoir quelle est la demande qui est faite et quel est l'usage qui est à en faire par les utilisateurs. Sur les différentes catégories, je vous ai mis ici un résumé global de ce qui peut être fait, et de façon tout à fait, comme je le disais, standard, hein. Hormis le côté side-by-side, les autres possibilités d'extension sont très simples de réalisation, très faciles de mise en œuvre, avec une charge de travail qui est relativement faible, techniquement en tout cas,
Maintenant, il faut toujours s'assurer en amont de la qualification de la demande, de la qualification du besoin, et puis s'assurer également qu'il n'y ait pas déjà quelque chose d'existant qui permette de le faire. Hein, donc pour rappel ici, vous allez retrouver les custom fields qui vont être accessibles à plusieurs niveaux de la solution S4, hein, à la fois dans les tables de la base de données, mais également au niveau des applications et au niveau des hauts data, ce qui va permettre de mettre à disposition ces champs-là, y compris dans des reportings, donc qui seront mis à disposition en termes de consommation dans un report. Et puis vous avez les UX layouts, donc les modes d'affichage dans certaines applications, qui là ne vont s'adresser qu'à la couche Fiori en elle-même. Donc il n'y aura pas d'incidence sur les couches plus basses, étant donné qu'on ne fait à ce niveau qu'un changement de configuration d'écran, si vous voulez, sans pour autant accéder à des couches plus basses, comme je disais, de la solution S4. Voilà, donc globalement, c'est ce qui est mis à disposition en termes d'extension possible ou d'extensibilité possible dans les nouvelles plateformes Fiori. C'est un concept assez nouveau dans la mesure où dans les versions précédentes, il n'était pas possible aussi facilement de mettre en œuvre ces champs additionnels ou ces logiques additionnelles qui bien souvent demandaient un certain nombre de jours de mise en œuvre et une charge non négligeable. Donc je vais vous proposer là de basculer directement dans un système de démo et je vais vous montrer ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, vous êtes ici sur l'écran de connexion d'une solution S4. C'est ma page d'accueil. J'ai constitué ma page d'accueil telle qu'il me semblait intéressant de la constituer, avec un certain nombre de tuiles plutôt fréquentes que j'utilise, avec des indicateurs qui me permettent de piloter au quotidien mon activité. Et puis j'ai un certain nombre d'onglets ici qui vont me permettre de naviguer dans les tuiles auxquelles j'ai droit. Et je vais aller directement dans cet onglet ici, où j'ai stocké l'application ou la tuile relative à la gestion des champs additionnels. Il l'appelle Custom Fields and Logic, puisque là aussi on peut ajouter quelques éléments de traitement logique sur des tests, des règles de validation qui pourraient être faites sur certains champs. Donc dans cette application ici, vous voyez qu'il est déjà possible d'avoir une liste des champs additionnels qui ont été ajoutés. Dans notre contexte d'aujourd'hui, j'ai déjà préparé moi une dimension que j'ai ajoutée. Alors vous voyez que ces dimensions, ces caractéristiques ici sont liées à un business context, donc un contexte dans lequel vous voulez utiliser ce nouveau champ. Et en fonction de ce contexte-là, il sera possible de diffuser ce champ additionnel dans différentes applications. Pas toutes, vous pouvez évidemment prendre tout le catalogue, mais vous pouvez simplement dire aussi, eh bien cette nouvelle dimension, je ne veux la voir apparaître que dans certains reports, ou je ne veux la voir apparaître que dans certaines transactions de saisie, parce que c'est là qu'elle a toute son efficacité et son utilisation. Ici, typiquement, j'ai créé ce champ ici qui s'appelle New Dimension, que j'ai lié, alors pour ceux qui sont plutôt au côté finance, que j'ai lié à ce qu'on appelle le bloc d'imputation de pièces comptables, qui permet d'ajouter donc une caractéristique supplémentaire à une écriture lorsque j'exécute une opération diverse, par exemple comptable. Donc cette dimension va avoir un certain nombre de caractéristiques qu'on va voir là.
Donc, hormis le fait de la définition en elle-même de cette nouvelle dimension, j'y adjoins la possibilité de changer certaines longueurs, enfin d'adapter en tout cas la longueur du champ en fonction de mes besoins. Je peux la définir comme étant de différents types, soit, et c'est ce que j'ai pris ici comme option, une liste de valeurs qui seront autorisées pour remplir ce champ lorsque je vais l'utiliser. J'aurais pu le définir comme une zone simplement de texte, à texte libre. J'aurais pu le définir comme une case à cocher également, avec une possibilité de tester si elle est active ou non. Donc il y a plusieurs catégories de définition possibles lorsque vous créez un nouveau champ. Là, mon choix était de mettre une liste de valeurs possibles. Et à partir de cette liste de valeurs, bien sûr, vous pouvez la maintenir, évidemment, hein, puisque cette liste n'est pas complètement figée. En revanche, elle n'est pas dynamique. Elle sera toujours basée par rapport aux valeurs que vous aurez rentrées dans la liste initiale. Vous avez également la possibilité d'en effectuer les traductions, hein, si vous l'utilisez si votre solution est utilisée dans différentes langues. Et également, comme je disais, la possibilité donc d'ajouter hein, des valeurs au fur et à mesure qu'il est nécessaire de faire la mise à jour des valeurs. Donc ici, hein, je choisis par exemple la langue dans laquelle je veux traduire l'utilisation de ces valeurs et je peux directement remplir la traduction correspondante. À partir du moment où on a défini l'ensemble de ces caractéristiques-là, eh bien, il est ensuite important de pouvoir dire dans quel contexte je vais les utiliser. Donc, ce nouveau champ que j'ai défini ici, je vais pouvoir l'associer à différents processus qui me sont proposés ici, et je vais pouvoir soit l'autoriser, soit ne pas l'autoriser, en fonction de l'endroit où je veux utiliser ce nouveau champ. Donc, en l'occurrence ici, j'ai décidé de pouvoir autoriser ce nouveau champ dans les rapports de balance GL et également sur les rapports de poste individuel. Ce qui était important aussi, c'était de pouvoir l'autoriser évidemment dans les transactions et dans les applications de saisie, ce que j'ai fait également ici. J'aurais pu très simplement me dire, je l'autorise sur la totalité des applications. Il faut quand même mesurer les choses parce que autoriser sur la totalité des applications va avoir quand même un impact un peu technique derrière, dans la mesure où il va falloir publier la mise en œuvre de ce nouveau champ, et la publication peut prendre du temps. Donc sur un spectre limité, c'est plus conseillé de bien choisir là où on va le publier. À partir du moment où ça a été publié, eh bien vous avez accès directement, si je repars sur une application qui va me permettre d'observer les changements. Voilà, je vais aller dans une application de saisie d'une pièce comptable. Alors, très classiquement, hein, c'est l'équivalent de la FB50. Je vais simplement remplir les champs obligatoires. Et dans le détail du poste de ma pièce, donc j'arrive ici dans les dimensions classiques, hein,
Et dans les dimensions de cette pièce-là, je vais retrouver la mise à disposition de ma zone New Dimension, alors qui devrait normalement apparaître directement, que je n'ai pas là. Si elle est dans Account Assignment, Rémi. On la voit là, en bas à droite. Ah, alors, j'ai mon écran qui est un peu masqué, donc du coup, je ne la vois pas bien. Elle est en bas à droite, d'accord, ok. Donc, ok, très bien, je vais sortir de cette partie-là que je vous montrerai après par ailleurs. Elle est ici, voilà, elle était masquée par ma fenêtre de webinaire. Donc voilà, donc cette dimension est maintenant tout à fait accessible dans le bloc d'imputation. Et pour autant, l'effort de mise en œuvre a été très simple. Si certains peuvent se souvenir même de la mise en œuvre d'une nouvelle caractéristique dans un modèle ECC, ça prenait pas mal de temps et c'était quand même assez laborieux de mise en œuvre. Là, la mise en œuvre est très simple et j'ai accès directement donc à la caractéristique de mon champ avec l'ensemble des valeurs que j'ai dessinées dans la définition de ce champ. Voilà, donc ça c'est une des capacités nouvelles données par S4 de pouvoir enrichir et adapter son modèle de données en fonction de ses besoins. Alors évidemment, là j'ai mis une nouvelle dimension qui va impacter l'ensemble des tables du modèle de données de comptable. Donc l'information sera stockée, elle sera restituable dans des rapports. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de utiliser des champs supplémentaires qui n'auront pas d'impact direct sur ni les restitutions, ni le modèle de données en lui-même. D'un autre côté, je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de modifier les écrans, donc d'adapter son user interface en modifiant un peu la façon dont les écrans sont affichés ou constitués. Eh bien, c'est tout à fait le cas ici. Vous avez vu que je suis passé dans une option qui me permet directement d'accéder à la définition de mon écran avec les différents blocs qui constituent cet écran. Et je peux ici éventuellement modifier, changer l'ordre de ces onglets ici. Je peux également renommer. Je peux également ajouter, si je le désire, des groupes supplémentaires qui seraient des blocs supplémentaires dans un bloc existant et dans lequel également je pourrais accéder à la possibilité d'ajouter des champs supplémentaires, enfin des champs supplémentaires qui sont à disposition, qui sont masqués, mais je peux les afficher de façon supplémentaire ici dans un bloc que j'ai créé. Donc, si je prends par exemple, je vais prendre la company code description, et bien voilà, il va m'ajouter directement ce champ supplémentaire dans le bloc que j'aurai ajouté. Et donc mon écran, à partir du moment où je l'aurai designé, je pourrai en sauvegarder la variante telle que je l'ai définie, et à chaque fois que je reviendrai sur cette tuile, eh bien ma variante sera activée et je disposerai à nouveau du mode d'affichage que j'avais adapté. Voilà, donc après évidemment il faut publier ces changements. Donc là, c'est la couche la plus supérieure, c'est celle qui est plutôt à accès de chacun des utilisateurs, parce qu'il y a peu de danger d'avoir des conflits ou des régressions, en tout cas avec d'autres utilisateurs. Donc là, c'est vraiment dédié. En revanche, les autres possibilités sont là plutôt sur des utilisateurs avancés avec une définition du besoin à l'avance. Voilà. Donc ça, c'était la partie plutôt extensibilité
données proposées par le standard S4. Là maintenant, Jonathan va vous présenter la possibilité de pouvoir effectuer des applications de A à Z, hein, donc vraiment from scratch, correspondant à des besoins beaucoup plus spécifiques. Rémi, je te laisse, il y a quelques questions. Oui. Si tu peux y répondre avant que je passe à ma partie. Alors, j'ai une question. Dans une appli existante, je parle de l'ajout de... Alors, c'est... oui, on peut ajouter dans une appli existante, oui. Ça, c'est tout à fait faisable. Les... les champs que je vous ai montrés là sont mis en œuvre directement dans des applis existantes. Elle serait, si on avait une application qui était complètement spécifique, elle serait également à disposition. On pourrait aussi l'utiliser, étant donné qu'une application, y compris spécifique, si elle est branchée sur le modèle de données S4 standard, aura accès à toutes les propriétés du modèle. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, il y en a une autre, mais je pense que tu as répondu. C'était à savoir si la mise en forme était plutôt utilisateur ou en charge de l'équipe de la solution. Alors, ce que je vous ai montré en dernier, c'est plutôt à utilisation end-user. Si on veut en donner l'autorisation, hein, il est possible de dire non. On ne veut pas que les utilisateurs fassent eux-mêmes leurs propres écrans, mais on peut confier ça aussi à une équipe centrale qui uniformisera en tout cas l'utilisation des écrans. Mais à la base, c'est à disposition ou à la main de tous les utilisateurs initialement. Je pense que ça peut faire penser ça peut rappeler à certains d'entre vous l'utilisation de personas. C'est un peu le même principe. C'est un personas intégré, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Une dernière question. Est-ce que ces fonctions d'extension sont disponibles sur DBANA non S4? Non. Ces fonctions sont uniquement accessibles à partir du moment où vous êtes sur une plateforme S4. Donc, si vous êtes simplement passé en DBANA, c'est une bonne étape, mais c'est pas suffisant. Il faut être réellement sur une plateforme S4, sur un modèle S4 pour pouvoir avoir accès à ça. Donc c'est tout pour les... Ouais. Oui, le modèle S4 est important parce que c'est lui qui change et qui refond complètement la façon dont les données sont gérées. Donc le fait de passer sur une base de données ANA, mais vous êtes en ECC, ne change rien, en tout cas au modèle de données. Le modèle de données change complètement à partir du moment où vous êtes sur S4. Ok, donc c'est tout pour les questions sur cette partie. Très bien. Si vous en avez d'autres, Merci. n'hésitez pas à les poser et on y répondra à la fin. Donc, je me présente rapidement. Donc, Jonathan de la société donc Codilog. Je suis responsable de la partie offre user experience maintenant depuis quelques années, et je suis également un membre donc de l'équipe innovation. Donc voilà. Donc principalement, encore une fois, sur des produits qui gravitent autour de SAP. Alors, on va passer sur la partie un peu plus spécifique, dans le cas où effectivement les adaptations fournies et les possibilités d'extension fournies par le standard ne suffisent pas à couvrir nos processus spécifiques. Donc du coup, SAP Fiori, donc faut savoir que ça gravite autour de la technologie SAP UI5,
donc un framework web qui va permettre de développer les applications dont vous avez pu voir dans la présentation de Rémi. Et ce framework est disponible aux utilisateurs et aux développeurs. Donc SAP l'a mis à disposition, ce qui va donc nous permettre de développer des tuiles ou des applications web entièrement spécifiques, branchées ou non à SAP d'ailleurs. Cette technologie, ce framework se base sur un certain nombre de technologies web, à savoir donc le JavaScript, le CSS3 pour on va dire le graphisme, et l'HTML5. On trouvera également donc de l'XML qui va définir un petit peu la structure des écrans. Donc c'est des technologies qui sont open source, qui sont ouvertes et qui sont plutôt dans l'air du temps. Le JavaScript, HTML5 et le CSS, vous en retrouvez dans n'importe quel framework relativement récent. Donc c'est supporté par énormément de navigateurs internet, c'est connu d'énormément de développeurs et donc c'est plutôt compatible avec un peu tout ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. La partie communication avec le monde SAP donc sera fournie par un protocole qui s'appelle OData, également open source. Également donc disponible dans d'autres solutions que SAP, mais remanié un petit peu à la sauce SAP pour pouvoir communiquer pleinement avec un système SAP, ECC ou S4 d'ailleurs. Et ensuite donc la partie traitement, on va dire, de la data en tant que telle. Donc là on est sur du classique SAP, donc du développement ABAP. À la différence que, donc, il y a quelques années, on codait plutôt en procédural. Depuis maintenant quelques années, on s'oriente fortement sur du développement objet, donc avec de l'ABAP objet. Les instructions de base restent les mêmes, etc. Si ce n'est donc qu'on a quelques nouvelles, on va dire, méthodologies de développement qui ont fait leur apparition et de représentation, on va dire, des objets. Donc voilà, on va plus développer en classe maintenant qu'en module fonction, par exemple. Donc voilà un petit peu sur le développement d'une application Fiori. Donc pourquoi, le fait de développer en SAP UI5, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre notamment d'avoir exactement le même style et le même rendu qu'une application standard. Donc pour l'utilisateur, si l'application est développée en respectant les guidelines de style SAP, il verra aucune différence entre une application standard et une application spécifique. Et donc c'est ça qui est important. D'un point de vue architecture système pour pouvoir héberger des applications SAP UI5, et des applications, qu'elles soient spécifiques ou standards, on va avoir plusieurs scénarios d'architecture en fonction de ses besoins, en fonction de ses règles de sécurité et voilà. Donc comme on l'a dit, on va utiliser un protocole de communication qui s'appelle l'OData. L'OData, lui, va nécessiter d'avoir un composant qui s'appelle une gateway, qui va grosso modo faire le passe-plat entre le monde du web et le monde SAP, donc ECC ou S4. Et c'est ce composant-là qui va au final influencer l'architecture système. Donc on va avoir des possibilités d'avoir tout tout chez soi, donc avec une gateway qui sera soit embedded donc sur votre système ECC ou S4. Donc on n'aura aucune évolution architecturale, on va dire, de son SI. On aura juste le composant gateway qui sera qui viendra s'additionner à d'autres composants qui se trouvent sur votre serveur ECC ou S4. On va avoir la possibilité de le mettre sur une machine à part. Donc ça, c'est un deuxième scénario, donc ce qu'on appelle en hub.
on va avoir d'autres scénarios qui vont se baser donc sur une nouvelle solution qui s'appelle SCP ou HCP, l'ancien nom de la solution, qui est en fait le cloud de SAP. Et donc là encore, même au sein du cloud de SAP, on va avoir différents scénarios possibles en fonction de la gateway, est-ce qu'elle est embedded sur le système ECC ou est-ce qu'elle est à part sur un système à part entière. Et on va avoir la possibilité d'avoir une fonctionnalité de gateway complètement dans le cloud également. Donc voilà, différentes solutions en fonction de vos besoins, etc. Ça va avoir des impacts sur les coûts également, puisque un serveur supplémentaire chez soi, ça coûte de l'argent. Un abonnement au cloud de SAP, ça coûte de l'argent. Donc en fonction de plein de variables possibles, on se dirigera vers l'un ou l'autre des scénarios. Voilà un petit peu pour l'architecture système. Donc ça, c'est une architecture qui n'est pas que pour faire du spécifique. Pour faire du standard, vous avez également besoin de cette architecture. D'un point de vue développement, donc Fiori, donc comme je l'ai dit, on va se baser sur un framework qui s'appelle le framework SAP UI5. C'est un framework donc, qui existe depuis la création de Fiori, donc il y a maintenant 6-7 ans, je crois, de mémoire, et qui évolue fortement. On a une mise à jour mensuelle, grosso modo. Donc, on est un petit peu sur le même fonctionnement des mises à jour que dans SAP, que dans le monde SAP classique. À savoir, on va avoir des versions en maintenance courte et des versions en maintenance longue. Donc la dernière version en maintenance longue, c'est la 1.71 et vous voyez, elle va jusqu'en 2027. Donc c'est pour vous donner une idée on va dire, de la vision de SAP sur ce framework. Donc il va être utilisé énormément. Et de toute façon, maintenant, un système S4 se base fortement sur des applications Fiori. Et donc ça va évoluer dans ce sens-là. Et il n'y a pas que le système S4 qui utilise le framework SAP UI5, on va avoir d'autres solutions style SuccessFactors ou autres qui utilisent également ce framework. Ce framework, du coup, il utilise un concept qui s'appelle MVC, donc le concept Model View Controller, qui va grosso modo partager les responsabilités et le développement entre différents fichiers qui vont permettre une maintenance plus aisée de l'application, une lecture plus aisée aussi de cette application et qui va permettre de faire certains changements beaucoup plus facilement que si tout était concentré au sein de quelques fichiers. Je prends un exemple, les vues, on a la possibilité de les développer dans différents langages. Donc, j'ai tout à l'heure parlé de l'XML, c'est fortement le langage qui est préconisé. Grosso modo, aujourd'hui, toutes les vues qu'on trouve, que ce soit du standard ou du spécifique, sont développées en XML, mais il est possible de les développer en HTML5, de les développer en JavaScript, et je ne sais plus s'il y a d'autres formats, mais voilà. Le fait d'avoir bien découpé les responsabilités, on va dire, de code entre ces trois types de fichiers, va permettre de modifier justement ce langage-là facilement. Voici donc en gros à quoi sert l'architecture MVC. Et donc comment développer une application SAP UI5 ou étendre une application standard. On va utiliser donc le logiciel qui s'appelle SAP Web IDE. Donc c'est un logiciel également mis à disposition de la part de SAP pour développer ça. C'est un logiciel qui est gratuit à utiliser. On va trouver différentes versions. Pour le coup, on va avoir des versions locales ou des versions qui se trouvent dans le SAP Cloud Platform. On va préconiser celle qui est dans le SAP Cloud Platform puisque elle bénéficie de toutes les évolutions, etc. apportées par SAP. C'est également un outil qui se développe également fortement avec l'ajout
de fonctionnalités, etc. À la base, cet outil, il était développé pour faire de l'UI5. Aujourd'hui, il est développé pour faire quasiment l'intégralité de tous les développements basés sur le cloud de SAP. Donc, on va retrouver donc des fonctionnalités pour faire de l'IoT, des applications mobiles, vraiment plein de choses. Donc, c'est un outil sur lequel SAP investit fortement également. Ça va permettre également de récupérer une application standard dans votre système ECC pour l'étendre, par exemple, et pour ensuite la redéployer. D'un point de vue extension d'application standard, donc ça c'est, on va dire, un cran au-dessus de ce que Rémi disait tout à l'heure avec le custo qui va permettre d'étendre les applications standards sans faire de code. Là, on va être un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on va prendre une application standard et on va dériver son fonctionnement, donc légèrement ou de manière plus importante, en fonction toujours des possibilités que SAP a fournies. Grosso modo, les extensions d'applications standards, il faut voir ça comme à l'époque les user exit dans UCC. Donc SAP va mettre des portes d'entrée ou de sortie à certains endroits de son code pour pouvoir aller mettre son propre code. Donc forcément, on ne peut pas tout faire non plus, mais en fonction de l'application, on peut faire certaines choses comme de l'ajout de colonnes, de la modification de processus, de la suppression de colonnes, etc., qui vont nécessiter plus ou moins d'adaptation. Supprimer une colonne, on va toucher par exemple que l'application U5, qu'aux écrans. Ajouter une colonne, il va falloir remplir cette colonne, donc on va aller aussi modifier l'OData qui va permettre de remonter l'information depuis le système ECC. Donc voici un petit peu on va dire le cheminement pour étendre une application standard. Donc comme je vous l'ai dit, on va la télécharger depuis votre ECC. On va l'importer donc dans le logiciel qui s'appelle le Web IDE. On va éventuellement implémenter des bodies qui vont permettre de modifier le système S4 pour prendre en compte dans, par exemple, l'ajout d'une information. On va étendre les structures de communication aux data, redéfinir le projet aux data pour prendre en compte justement cette nouvelle zone, étendre les écrans UI5 pour prendre en compte également cette nouvelle zone au niveau de l'affichage. On va donc inscrire et configurer le service aux data pour qu'il puisse être accessible depuis l'extérieur. On va build l'application et la tester forcément. Et une fois que l'application sera fonctionnelle, que son OData sera fonctionnel, on va déployer l'application sur son système ECC et configurer le Launchpad pour que les utilisateurs aient accès à cette nouvelle application et non plus à l'ancienne. Voici un petit peu grosso modo toutes les étapes qu'il faudra faire. Encore une fois, si on supprime une colonne par exemple, qui n'a pas d'incidence du coup dans le système ECC, toute la partie OData, elle ne sera pas nécessaire. Si cette partie extension n'est pas encore suffisamment, on va dire, n'est pas suffisamment développée et que du coup on n'arrive pas à faire ce qu'on souhaite au sein d'une application standard, ou si l'application standard est vraiment trop loin, trop éloignée de notre processus, on va prendre le choix de développer une application from scratch, donc à partir de zéro. Quand je dis à partir de zéro, c'est pas tout à fait vrai. On va utiliser des templates fournis par SAP pour avoir une base de travail. D'un point de vue développement, donc on va retrouver une architecture type pour une application Fiori qui va se composer de ces différents éléments. Donc on va avoir un dossier contrôleur. Donc on va retrouver un petit peu le modèle MVC. Donc on va avoir un dossier vue, un dossier contrôleur et un dossier modèle. On va avoir d'autres dossiers qui vont s'ajouter, mais voilà principalement les
les dossiers qu'on va retrouver. Donc le contrôleur, comme je vous ai dit, ça va être toute la logique qui va permettre de communiquer avec SAP, qui va permettre d'interagir avec les actions que l'utilisateur aura déclenchées. Grosso modo, l'intelligence de l'application. Le dossier CSS va contenir les feuilles de style éventuelles qui vont permettre d'étendre le style standard des applications Fiori. Donc ça, on va l'utiliser de manière assez limitée. Pourquoi? Parce que avoir des applications Fiori qui ont une feuille de style relativement fournie, ça veut dire qu'on va modifier le standard d'un point de vue visuel, qu'on va surcharger les styles définis par SAP et potentiellement on peut avoir des problématiques lors des montées de version. Pourquoi? Parce que tout simplement, si SAP fournit un bouton, enfin un style de bouton bleu par exemple, et que nous on l'a surchargé pour qu'il apparaît en rose, à la prochaine montée de version, ce style peut être conservé parce que l'application elle gardera sa feuille de style de manière classique, mais ça peut avoir des impacts si SAP a fortement modifié sa façon de faire le style de ce bouton. Donc on peut se retrouver avec des comportements un petit peu étranges et on va devoir revenir sur chacune des applications qui utilisent cette feuille de style pour faire les ajustements nécessaires. Donc on va se limiter fortement à ces styles, on va dire custo au sein d'une application. On va avoir les fichiers donc i18n qui vont permettre de faire de l'internationalisation d'applications. Donc dedans, on va retrouver tous les textes qui vont apparaître sur l'application. Et on va avoir un fichier par langue. Donc demain, si vous ajoutez une nouvelle langue à votre SI, vous aurez uniquement à modifier, à dupliquer ce fichier et à modifier les textes à l'intérieur pour prendre en compte la nouvelle langue. Et le système va tout seul prendre en compte la langue de l'utilisateur et sélectionner le bon fichier pour afficher les textes. Donc on ne parlera pas du local services qui est fait pour les développeurs. Le dossier modèle va contenir grosso modo des formateurs, pour faire simple, qui vont permettre d'ajuster l'affichage d'une zone. Donc une zone par exemple date, si on veut l'afficher d'un certain format, etc., on va passer par un formateur. Le test, on n'en parlera pas également. Les vues, donc ça va être la définition des écrans à proprement parler, donc en XML. Et on va avoir d'autres fichiers qui vont être en gros la configuration, le manifest.json, ça va être la configuration de l'application. On va retrouver par exemple le service aux data appelé. Et le component.js, c'est un fichier technique qui va être utilisé par le Launchpad Fiori pour appeler l'application. Voici grosso modo à peu près les applications, comment elles sont construites, un peu toutes les applications, comment elles sont construites. D'un point de vue, on va dire besoin et possibilités en SAP U5, donc comme je l'ai dit, on peut un peu faire tout ce qu'on souhaite, et donc voici un petit peu un exemple de ce que nous on a déjà réalisé et des demandes des clients qu'on a déjà eu. Donc c'est pas une liste exhaustive, mais ça donne une idée des processus que on a déjà eu à couvrir en Fiori en SAP UI5 spécifique. Donc là-dedans, en fonction de votre système, donc si vous êtes sur une version ECC ou si vous êtes sur une version S4, vous allez vous dire, bah oui, mais c'est bizarre parce que cette application-là, elle existe en standard. Mais comme je vous l'ai dit, si le processus métier est relativement éloigné de ce que SAP a pensé, quelquefois, il vaut mieux développer une application spécifique pour qui sera plus rapide et qui sera moins coûteux qu'essayer d'étendre l'application standard fortement pour répondre à son besoin. Là, c'est par exemple le cas sur par exemple les notes de frais et l'imputation des temps. Les applications existent, mais généralement, elles ne collent pas suffisamment au process métier.
Et il y a d'autres applications par contre qui n'existent pas aujourd'hui dans Fury, que ce soit en ECC ou en S4, et donc qu'on a développé de toutes pièces. Donc voilà. Je vais vous présenter un petit peu pour vous montrer que justement une application SAP UI5 colle au design d'une application Fury et qu'on ne voit pas forcément de différence entre les deux. Et que ça Juste avant, Jonathan, on a une question. Peut-on mettre à jour le framework UI5 sans mettre à jour SAP S4? On va dire de base, oui. On peut faire monter de version le composant qui porte le framework UI5 de manière autonome. Après, il y a quand même certaines adhérences, notamment avec un composant qui s'appelle SAP NetWeaver. Et donc, il y a quand même certaines contraintes. Mais logiquement, oui, le composant peut monter de version de manière seule et sans avoir d'impact, on va dire, sur l'existant. Si ce n'est les impacts, encore une fois, que je vous ai indiqués, donc sur les styles, etc., si on a fait du spécifique. Ok. Donc voici donc un Launchpad classique Fury. Et donc nous, on s'est amusé à créer une tuile qui s'appelle Create Business Partner, qui est une tuile relativement simple, mais pour vous montrer un petit peu les possibilités qu'une application Fury peut avoir. Cette application Fury, en fait, elle va interroger un service fourni par l'INSEE qui va permettre en fait de récupérer un certain nombre d'informations en temps réel auprès de l'INSEE pour créer des clients ou des fournisseurs ou des BP si on est sur S4. Donc la tuile est compatible ECC ou S4 et va permettre donc par exemple de choisir un sirène et d'effectuer une recherche de ce sirène. Là, en fait, les résultats qui vont être affichés sont les résultats directement de la base de données INSEE. Donc on retrouve donc des informations globales sur l'entreprise en tant que telle, donc sa taille par exemple, etc. Et la liste des sirettes qui sont déclarées pour cette dernière. On va trouver donc l'indication comme quoi c'est le siège social, c'est également une donnée que l'INSEE fournit. Et on va se retrouver avec un bouton éventuellement en bout de ligne qui va être la liste des résultats qui sont dans mon ECC pour ce SIRET. Donc, on fait une recherche sur un certain nombre de critères. Cette recherche, elle est extensible. Donc, on peut personnaliser les critères de recherche, etc. À aujourd'hui, nous, je crois qu'on recherche sur l'adresse postale et peut-être le SIRET. Je ne sais plus exactement ce qu'on a mis en place par défaut. Et on retrouve en fait les codes SAP. Donc, on va chercher à la fois des clients, on va chercher des fournisseurs qui pourraient répondre un petit peu à ce SIRET. Donc là, on voit que comme c'est un fournisseur de test, enfin un SIRET de test, on a un certain nombre de clients et de fournisseurs qui ont déjà été créés dans la base de données. Alors, on va dire que OK, c'est bien, mais donc la possibilité, c'est par exemple de sélectionner donc un de nos sirets. Lui, a priori, il n'y a rien qui matche dans notre système ECC pour ce siret-là, pour cette adresse-là, etc. Et on peut lui dire de le créer. Donc là, on va choisir le type de création qu'on souhaite. On a les groupes de comptes qui remontent en fonction de ce qu'on a choisi. Donc, par exemple, je voudrais le créer en auteur de facture. On va avoir la tranche de numéro pour ce groupe de comptes qui est indiqué. Si c'est de la numérotation interne, on n'aura pas de tranche de numéro et ce sera le système qui gérera le numéro du fournisseur. Là, pour le coup, je vais prendre une numérotation externe. Donc, je prends, pour être sûr que j'ai le bon format, je prends un numéro qui existe déjà. Et donc, je vais prendre le fournisseur, par exemple, 101. Et donc, je lance la création.
Donc voilà, donc il m'indique que le fournisseur il a été créé avec succès. Qu'on va aller quand même vérifier. Donc le 101. Donc voilà, donc le 101 il a été créé, il a ses données d'adresse qui remontent. Donc ça, encore une fois, je vous rappelle que c'est des données qui sortent de la base de données de l'INSEE, donc qui sont formatées correctement, qui sont à jour, etc. C'est du temps réel, on ne fait pas de réplication. On retrouve d'autres informations comme le SIRET, le SIREN. On est encore en phase de développement, donc du coup le numéro de TVA il n'est pas encore géré, mais on va avoir le numéro de TVA qui va également remonter. Et voilà, donc on a ces deux. Donc on a le fournisseur qui est créé en un clic avec les deux onglets adresse et pilotage qui sont automatiquement renseignés. On voit également que du coup le matching il a trouvé que maintenant il y a un fournisseur qui ressemble fortement à ce SIRET là. Donc voilà un petit peu le style d'application qu'on peut faire, les possibilités de liaison entre un système ECC et une base de données de l'INSEE qui ne fait pas partie de notre système, etc. Donc les possibilités sont fortement, on va dire, agrandies avec S4, avec SAP 5. Ça fonctionne donc sur du S4 ou sur de l'ECC. Et donc la prochaine étape qu'on est en train de développer, c'est qu'une fois qu'on a créé le fournisseur ou le client, on bascule vers l'application standard de gestion des fournisseurs ou de gestion des clients pour compléter en fait le fournisseur qu'on vient de créer. Donc voici donc une application qu'on a donc sur étagère pour le coup. Donc c'est un de nos produits sur étagère qu'on est en train de développer et donc qui sera accessible à nos clients d'ici peu s'ils en font la demande. Donc voilà un petit peu pour les possibilités de couvrir du spécifique ou des processus complètement inexistants dans SAP. Je pense que si nous n'avons pas de questions supplémentaires, on vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire, en espérant évidemment avoir répondu à vos attentes et à certaines de vos interrogations. Nous aurons également d'autres webinaires prévus dans les mois et les semaines futures. On ne manquera pas évidemment de vous mettre en communication et vous inviter à nouveau pour pouvoir échanger et